La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est la cacophonie syndicale. CGT, MEDEF, tout le monde y passe pendant que l'économie trépasse. Libération, la CGT prête à licencier son patron. Le Monde, le MEDEF et le gouvernement valsent au bord de la rupture. L'Opinion, Hollande-Gattaz, les raisons du divorce, l'Humanité, CICE, champagne pour les patrons, pain sec pour les salariés. Et le Figaro, pour durer à Matignon, Valls courtise sa gauche. On commence avec ces rapports compliqués entre la gauche et les patrons. Mais oui, et quels ingrats ces patrons. C'est en substance ce qu'explique Michel Sapin dans Le Monde. Dans une interview d'une page, le ministre des Finances reprend les accusations d'Emmanuel Macron sur l'échec du pacte de responsabilité et les postures du patronat. Bon, dans le reste de l'interview, il promet que les impôts n'augmenteront plus et que le déficit public sera inférieur à 3% en 2017. Oui, nous parlons bien de l'homme qui avait prévu l'inversion de la courbe du chômage. Alors, y a-t-il un lien entre la multiplication de ces engagements façon ligne d'horizon, vous savez, qui recule au fur et à mesure qu'on avance, et les postures du patronat ? Ce serait sans grande surprise le point de vue de Nicolas Bétou dans l'Opinion. Mais pas seulement. Dans Ouest France, par exemple, Pierre Cavret estime que le gouvernement se doit d'entendre l'exaspération du patronat quand ce dernier gagnerait, toutefois, à ne pas en rajouter. Sauf que pour lui, la véritable pomme de discorde, ce n'est pas la question des charges, des impôts, c'est le compte pénibilité. Mais le mal vient sans doute de plus loin, et c'est ce qu'explique Philippe Vaucan dans le Républicain lorrain. D'abord parce que le gouvernement est en porte-à-faux. Mettre la pression sur le patronat permet au gouvernement d'éviter d'être à contre-pied vis-à-vis de son propre camp, mais, écrit Philippe Vaucan, cette mise en accusation du patronat revient à se déjuger en reconnaissant qu'on a mal évalué ses interlocuteurs. En réalité, affirme l'éditorialiste, qui touche là d'ailleurs au cœur du sujet, tout le monde est dans un jeu de rôle. Comme l'indique à mi-voix un hiérarque socialiste, le problème du MEDEF est qu'il a une base de plus en plus populiste, celle de la CGPME étant pour sa part de plus en plus frontiste. Une rupture entre une base en colère et des élites qui ne veulent pas se laisser déborder, finalement, les patrons seraient assez représentatifs de la population française. Il y a donc les problèmes entre la gauche et les patrons, et puis les problèmes internes à la droite. Mais oui, les fractures, on les trouve aussi dans le camp d'en face. Alors bien sûr, Libération, Le Figaro, Le Monde nous racontent l'entreprise de séduction de Nicolas Sarkozy auprès de ses rivaux de l'UMP. La comédie du bonheur, résume Cécile Cornudet dans son éditorial des Échos. Mais pour qui veut comprendre ce qui va se jouer à droite dans les 2 ans qui viennent, il faut d'abord lire la chronique d'Arnaud Le Parmentier en dernière page du Monde. Sarkozy, un mythe européen. Une réflexion sur les différentes postures de Nicolas Sarkozy, président, face à une Europe parfois utilisée comme levier pour une démonstration de puissance, souvenez-vous la Géorgie, parfois promue contre le vote des peuples, souvenez-vous le traité de Lisbonne, et désormais accusé à travers les critiques de Schengen. Or, le nœud du clivage à droite est là. C'est ce que nous dit Jean-Louis Bourlange dans Le Point. L'essayiste, grande figure du centre, voit même dans le rapport à l'euro ce qui fracture l'électorat de droite. Et face à cela, dit-il, les ténors de l'UMP sont tous sur la même position. Le reste, les questions identitaires, l'immigration, ne sont pour eux que des positionnements de circonstances. À côté, le géographe Christophe Gulluy confirme cette analyse. Il n'y a pas à l'UMP de représentants d'un discours qui ne serait pas libéral classique. Il n'y a plus de Philippe Séguin, dit-il, pour s'adresser à l'électorat populaire. Aux petits patrons non plus, visiblement. Et on parle également sécurité et insécurité dans la presse ce matin. Mais oui, alors que Libération et le Parisien reviennent sur cette agression antisémite qui aurait frappé un jeune couple à Créteil et sur cette phrase « Vous êtes juif, vous avez de l'argent » qui rappelle terriblement le martyre d'Ilan Halimi. Le journal Causeur, lui, s'intéresse plus largement à l'insécurité et au sentiment d'insécurité qui mine la société française. La tentation de l'autodéfense, titre le magazine, qui est allé à la rencontre de ces citoyens qui forment des milices de voisins, de ces commerçants du quartier de la Bastille qui compense la trop faible présence policière par des patrouilles, ou de la Fédération française de tir, qui a vu ses effectifs passer de 133 000 à 171 000 adhérents en 15 ans. La licence de chasse, d'ailleurs, est aussi très en vogue chez les urbains, pas du tout pour la chasse à la bécasse. Le journal alerte sur le risque de privatisation du maintien de l'ordre, né du réensauvagement des relations sociales. Les Français, pourtant, souhaiteraient que le monopole de la violence légale reste à l'État. Ben oui, parce que ça s'appelle la République. Vous savez que vous êtes écouté au-delà de vos
désespérant, ce Natacha, par les auditeurs, mais aussi par la Chine. Mais oui, nous le sommes tous. En fait, ça, c'est la une de l'Obs. Une enquête sur cette annexe de l'ambassade de Chine à Chevilly-la-Rue, en banlieue parisienne, qui abrite sans doute bien d'autres choses que des logements pour fonctionnaires de l'Empire du Milieu. 3 énormes antennes paraboliques couvrent le toit. Et alors, un expert en interception satellitaire confirme à l'Obs que ça ressemble fort à des grandes oreilles. La DGSI reconnaît que ça pose problème, oui, ça s'appelle une litote. Mais chez les anciens de la présidence Sarkozy, on ne sait pas du tout qui a donné l'autorisation d'installation. Et dans l'actuel gouvernement, on estime que des contrats valent bien quelques concessions. On termine avec un vol particulier. Mais oui, mais il y a des vols plus surprenants que d'autres. Ça, c'est le site Slate qui nous raconte comment l'université du Texas vient de constater la disparition d'une centaine de cerveaux. Oui, mais des cerveaux conservés dans du formol, en fait, des vrais cerveaux. D'accord. Des vrais cerveaux qui venaient d'un hôpital psychiatrique et qui étaient une source de recherche absolument énorme pour les chercheurs, puisque les malades avaient été traités aux psychotropes, aux électrochocs, et donc ils en espéraient beaucoup. Mais voilà, on imagine qu'il y a des étudiants qui ont trouvé que ça devait faire des bonnes blagues pour Halloween, ou alors une très jolie déco sur la cheminée. Bon, et c'est l'émoi Imaginez ça chez général vous, là. aux États-Unis. Oui. Mais finalement, vous savez, nous aussi, en France, on a constaté une disparition massive de cerveaux en politique ailleurs, mais chez nous, ça crée aucun émoi. Voilà, la revue de presse de Natacha Polony. On peut rajouter une interview exclusive, mondiale, paraît-il, de Bachar el-Assad dans Paris Match. Il traite François Hollande par le mépris. François Hollande, je ne le connais même pas, dit-il. Voilà. Exactement. La revue de presse, tous les matins, 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.